L'Autriche. Un podcast de l'Université de Lausanne. Marie-Élodie Perga. Marie-Élodie Perga, faculté des géosciences et de l'environnement, professeure en limnologie et biogéochimie. Avant de s'intéresser à notre tricheur, demandons d'abord à Marie-Élodie Perga quelques précisions. Limnologie. Limnologie, ça veut dire que je travaille sur les lacs. Et biogéochimie, ça veut dire que je travaille à l'interface entre ce qui est processus chimique et processus biologique dans les lacs. Comment la vie influence les flux de nutriments ou les flux de carbone ou les flux de phosphore ou les flux de nitrate. Et inversement, comment les flux de nitrate ou les flux de phosphore influencent les processus biologiques. Dans le zooplancton, il y a des très gros tricheurs. Tu triches. Le zooplancton, pour faire simple, c'est le plancton animal par opposition au phytoplancton, le plancton végétal, en gros les algues. Curieuse de connaître la définition du zooplancton par la chercheuse Marie-Élodie Perga. C'est l'ensemble des organismes compris entre 20 micromètres et 2 millimètres qui constituent la partie animale du plancton. C'est pas tellement plus compliqué en fait, mais on rajouterait probablement 100 unités taxonomiques. C'est une boîte dans laquelle on fourre un petit peu tout ce qui rentre dedans en termes de taille, mais on ne fait pas de distinction en fonction de quel emplacement dans le règne animal. Le zooplancton, c'est une catégorie qui est incroyablement large. Ça peut aller de, on va dire les plus petits, en microzooplancton, c'est peut-être on dit souvent du 20 micromètres. Donc 1 micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Ok, prenez 1 millimètre, vous le coupez en 1000, ça fait 1 micromètre. 20 micromètres, c'est le plus petit zooplancton, qu'on appelle le microzooplancton, qui peut être aussi unicellulaire. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs millimètres. C'est-à-dire qu'il y a des ordres de grandeur qui sont énormes dans le zooplancton. Donc, entre le plus petit du zooplancton et les zooplanctons les plus gros, il y a un ordre d'écart de 1000. C'est-à-dire, si vous prenez un saumon qui fait 20 cm et qui représente le microzooplancton, les plus grosses espèces de zooplancton seront 1000 fois ce 20 cm. Donc, ça fait 200 mètres. Une baleine. Et là-dedans, il y a aucune unité taxonomique. Ça veut dire que c'est pas tout le même groupe d'animaux. On a fait une classe de zooplancton, c'est juste fonctionnel. C'est basé sur la taille de la maille du filet dont on a besoin pour les capturer. C'est vraiment fonctionnel, mais ça n'a aucune unité biologique. Dans le lac, dans le microzooplancton, il y a des amibes, donc des unicellulaires. Il y a des larves de moules, de quagga par exemple. Il y a même des petites méduses. Il y a beaucoup de crustacés. Il y a tout un tas de choses. L'autre nom du zooplancton ? Oui, zoopélagos pour opposition à zoobenthos. On utilise beaucoup zoobenthos, on n'utilise jamais zoopélagos. Pélagos, ça veut dire les eaux profondes, les eaux libres. Plancton, ça veut dire ensuite pension. Ouais, non, ça a du sens, mais on l'utilise pas. Dans le zooplancton, il y a des très gros tricheurs. Pas tous, ou alors c'est qu'on ne sait pas encore, mais il y a des très gros tricheurs. Ils se cachent beaucoup, déjà. Donc on a beaucoup de mal à les trouver, au point qu'on ne sait pas les compter. Ça fait des années qu'on fait des mesures, dans le Léman, mais aussi dans tous les lacs du monde, mais en fait, on sait que ces mesures, elles sont mauvaises. On sait qu'elles sont mauvaises parce que le zooplancton se cache la journée. On a longtemps cru qu'il était plutôt dans les couches sombres, c'est-à-dire là, il n'y a pas de lumière dans les lacs, donc au fond, la journée, dans le Léman, ça veut dire qu'il serait au-dessous de 30 mètres à 40 mètres. Jusqu'à 300 mètres de fond, ça fait quand même pas mal de place pour se cacher. On fait les mesures la journée. Et on a fait des mesures en faisant des prélèvements jusqu'à 50 mètres, jusqu'à la surface. Donc en fait, on est allé échantillonner là où ils n'étaient pas, au moment où ils n'y étaient pas. Donc en fait, ça fait 50 ans qu'on mesure, et 50 ans qu'on sait que nos mesures, elles ne sont pas bonnes. Par les mesures qui ont été faites la nuit, ça fait très longtemps qu'on sait que certains de ce zooplancton migre, c'est-à-dire qu'il est au fond la journée et qu'il remonte à la surface pendant la nuit. Ça, c'est connu depuis une centaine d'années. C'est le cas dans les lacs comme dans les océans. Et c'est une très vieille connaissance, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas réussi réellement à avoir une réelle quantification parce qu'on avait des mesures qui étaient biaisées. Alors on peut se dire que le thermomètre, il a été faux, et qu'il est faux depuis très longtemps, mais qu'il est toujours faux de la même façon. Donc quelque part, on ne sait pas exactement combien il y en a,
Mais on sait si ça augmente ou si ça diminue. Pour le moment, il y a très peu de recherches sur pourquoi on les rate. On sait qu'on les rate. On ne sait pas tellement à quel point on est mauvais. Tout simplement, une question très bête, on ne sait pas combien il y en a dans l'eau. Il n'a pas un nom particulier. En général, on sait que c'est des microcrustacés. Donc c'est des cousins des crevettes. En tout cas, on sait que celui-là, il le fait. Mais il n'a pas de nom particulier parce qu'au sein d'une même espèce, certains individus vont le faire et d'autres ne vont pas le faire. Donc en fait, c'est même pas une espèce en particulier et c'est pas tous les individus qui vont migrer. Donc la question de pourquoi certains migrent et d'autres pas, qu'est-ce qui stratégiquement détermine combien de pourcents de la population va migrer ou pas, ça reste des questions très ouvertes. On appelle ça les migrations journalières verticales. Et on en a même trouvé sous la glace qui migraient mais à l'envers. C'était pas des microcrustacés, mais eux, ils montaient toute la nuit pour atteindre le sommet du lac, donc pour arriver sous la glace. Et quand ils arrivaient enfin à la glace, parce que c'est là où il y avait les algues qui poussaient juste un peu sous la glace, et ben en fait, les rayons du soleil étaient en train de traverser la glace parce que c'était le lever du jour. Et l'arrivée des rayons du soleil dans l'eau sous la glace engendre des courants de convection, donc des courants qui faisaient en fait un petit peu comme des systèmes de circulation d'eau sous la glace. Et quand ils arrivaient, eux, en haut, comme ils ne sont pas capables de résister à ces courants, ils se retrouvaient rebalancés en bas. Ils montaient. Et au moment où ils arrivaient, le courant se déclenchait et du coup, ils étaient à nouveau lessivés et ils se retrouvaient à la moitié en bas puis ils recommençaient comme ça. S'ils survivent, c'est qu'ils ont réussi à bouffer. Mais c'est vrai que c'est cruel. C'est Sisyphe, quoi. Ils montent leur caillou et puis une fois qu'ils sont arrivés en haut, le caillou redescend. Est-ce que je me planque et j'essaye de sauver ma peau ou est-ce que je me risque à sortir pour aller manger ? Les deux sont nécessaires, donc à un moment, il faut toujours finir par aller manger. Et donc, leur stratégie, pour la plupart, c'est de se dire, comme mes prédateurs, c'est-à-dire en général les poissons, mais pas que, comme mes prédateurs sont des prédateurs visuels, je vais sortir la nuit et je vais aller manger la nuit. Il y a moins de chances de me faire boulotter. Certains zooplanctons opèrent donc des migrations journalières verticales la nuit pour aller se nourrir, manger des algues. Mais le jour, où sont-ils ? Ils fuient leurs prédateurs et on se dit qu'ils doivent être au fond du lac, dans le noir des profondeurs. Mais les chercheurs ont bien du mal à les repérer. Donc on n'arrive pas à les attraper la journée, quelle que soit la profondeur à laquelle on essaie de les capturer. Ils sont entre 50 mètres et 300 mètres de fond dans l'aimant pendant la journée. Il suffit d'aller chercher là-dedans et puis on devrait les trouver. Quand on chasse le zooplancton, on a un filet qui ressemble beaucoup à un filet à papillon. C'est exactement le même principe. Donc au lieu de faire des traits de filet de 50 mètres jusqu'à la surface, finalement on pourrait faire des traits de filet de 300 mètres jusqu'à la surface. Même s'il est en dessous, on devrait les attraper quand même. Et le fait est que non, en fait, on n'arrive pas. C'est-à-dire que quand on mesure la nuit, même si on échantillonne exactement les mêmes endroits, puis tout le lac, on a près de 2 à 3 fois plus de zooplancton qu'on capture la nuit que la journée. Donc soit ils sont cachés là où on ne pense pas qu'ils sont. Certains chercheurs pensent qu'ils sont probablement très très près du sédiment, très très près du fond, voire dans le sédiment. Certains de mes collègues m'ont rapporté que quand ils faisaient des prélèvements de sédiments, il était assez courant pour eux de voir certaines espèces de zooplancton qui sortent comme ça du sédiment. Donc c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que comme la journée, c'est le moment où ils sont plus susceptibles de se faire boulotter, ils ont développé une hypersensibilité aux vibrations dans l'eau, qui serait signalement d'une bête qui essaie de les chasser. Et donc du coup, le filet, ils arrivent à l'éviter mieux. C'est tout un art de capturer le zooplancton parce que ce filet, on sait qu'on doit le remonter à une certaine vitesse pour que le filet se colmate pas et que l'eau passe bien dans le filet, mais et qu'il n'y ait pas de reflux. Et en même temps, il ne faut pas que ça vibre trop parce que ce zooplancton, il n'est pas très très bon nageur, mais quand même, il est nageur, quoi. Mais dans ce zooplancton, il y a tellement de choses différentes. Il y en a qui ne savent pas très bien nager, et puis il y en a qui sont quand même capables de faire des migrations de l'ordre de 100 mètres chaque jour. C'est comme si vous couriez 10 km le matin et 10 km le soir, quand même. Ils savent quand même nager 100 mètres vers le haut et puis 100 mètres en descente. Donc ils sont quand même nageurs. Plancton, ça veut dire particules en suspension. Phytoplancton, quand c'est plutôt l'équivalent des plantes, donc des algues. Et zooplancton, quand c'est plutôt animal. Quand on dit plancton, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de nager activement contre un courant. Un lac, c'est relativement calme, même s'il y a des courants, mais le zooplancton, c'est s'orienter et gérer sa direction. Donc nager à partir du moment où il n'y a pas des courants trop forts. On trouve du zooplancton partout où il y a de l'eau. Comme je disais juste avant, s'il y a beaucoup de courants dans une rivière, il y a très peu de zooplancton parce qu'en fait, il est un peu là accidentellement, il se fait transporter trop vite.
Mais on arrive à trouver du zooplancton dans les broméliacées. Ces plantes qui ont un système de récupération d'eau juste à l'intérieur des feuilles, entre les feuilles et la tige. Et souvent, c'est des plantes tropicales. Et en fait, elles ont développé cette tactique pour avoir de l'eau autour d'elles. Et en fait, quand on échantillonne dans ces broméliacées, on trouve des algues et on trouve du zooplancton. Le zooplancton le plus emblématique, parce que c'est une bête absolument fascinante, à la fois sur son mode de reproduction que sur son rôle dans le lac, c'est ce qu'on appelle la daphnie. La daphnie, c'est aussi ce qu'on appelle la puce d'eau. Si on devait la décrire, ça ressemble à un poussin. C'est une petite bête avec un très gros ventre, une toute petite tête avec ce qui ressemble avec un bec, un seul œil central, mais qu'on voit des deux côtés parce que l'œil occupe toute la tête. Et elle est incroyable parce que la carapace est transparente. Donc en fait, on voit absolument tout ce qui se passe à l'intérieur. On voit son cœur qui bat. Alors ça fait, entre un demi-millimètre et 1 millimètre. On voit son cœur qui bat. On voit son intestin qui est souvent rempli d'algues. On voit ses branchies et ses appendices bouger. Donc ouais, ça ressemble à une espèce de poussin dans lequel on verrait toute la mécanique et la machine à l'intérieur. Et quand on la regarde pas besoin d'un microscope, une binoculaire suffit. C'est toujours totalement fascinant. On voit même les bébés qui se développent dans la poche à l'arrière de l'intestin. C'est très très photogénique et c'est assez fascinant. Le rôle du zooplancton, c'est... le rôle. En tout cas, c'est le rôle que nous, on regarde. Hein. Le rôle du zooplancton, c'est de transformer les plantes en matière animale et en nourriture à poisson. C'est un conditionneur de nourriture à poisson. C'est de la croquette, quoi. Donc, on peut l'envisager sous cet angle-là si on est, par exemple, focalisé sur la production de poissons ou la diversité des poissons, la reproduction des poissons, le recrutement des poissons dans un environnement. C'est une façon de le voir. L'autre façon, c'est de dire que le zooplancton, c'est un moyen de transférer le produit de la photosynthèse vers le fond de la mer, par exemple, pour qu'elle fasse partie de ce carbone qui est séquestré. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais il filtre l'eau, beaucoup. Ça, on l'a un peu oublié. Comme ça mange les algues, ça permet à l'eau de rester transparente. On sait par exemple que quand on met des poissons dans un lac où il n'y a pas de poissons, quand on empoisonne un lac, ce poisson, il va avoir tendance à manger le plus gros zooplancton. Donc en fait, on verra un décalage en taille du zooplancton vers du zooplancton qui était gros vers du zooplancton qui est beaucoup plus petit. Et comme le zoo qui est plus petit, il mange moins et il mange moins les grosses algues, et là, on va voir arriver une prolifération d'algues plus grosses. C'est-à-dire que l'eau va verdir. Ça s'appelle une cascade trophique. Donc on a changé les espèces, il y a toujours du zooplancton, c'est pas le même. Et par contre, la mission, elle est plus remplie de la même façon. Et là, l'eau devient verte. Puisque le zooplancton n'est pas un grand nageur, on va l'aider. On lui paye le transport, allez. Et on l'importe dans des zones envahies par des algues, toxiques parfois, qui nous embêtent bien, nous humains, pour qu'il filtre, qu'il nettoie ces zones. Allez, on l'emmène le zooplancton ? Non, ça sert à rien parce qu'en fait, il se déplace très bien tout seul. Le zooplancton, étonnamment, ça vole. C'est-à-dire que c'est transporté par toutes les gouttes d'eau, par les embruns, par les animaux, les oiseaux qui passent d'un endroit à un autre. C'est même quelque chose qui le rend très très invasif pour certaines espèces. C'est-à-dire que nous, quand on passe d'un lac à l'autre avec nos filets, on fait très attention de bien les nettoyer pour pas les transférer. Donc, le zooplancton, il se déplace très bien tout seul. Il n'a pas besoin de nous. C'est comme ça que certaines espèces deviennent invasives. Par contre, là où il s'installe, c'est là où il a les conditions pour s'installer. Donc si les conditions ne sont pas propices à son installation, il ne sera pas là de toute façon. On aura beau en amener des kilos, il ne s'installera pas, il ne se développera pas. Donc non, ça ne servira à rien. Si on veut lutter contre les algues vertes, une chose à faire, c'est arrêter de balancer des nitrates. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de solution d'ingénierie magique. Attaquons-nous à la cause première. C'est le plus efficace, c'est le plus simple. Pas souvent celle qui nous arrange directement, mais c'est le seul moyen. On dit merci aux animaux, aux végétaux, merci à la pluie, au soleil, on dirait bien merci aussi aux zooplanctons. Contre quelques services, quand même. Ne peuvent-ils pas nous donner un petit coup de main dans un domaine ou un autre, quitte à intensifier les recherches à son sujet ? Ah, j'ai horreur des questions utilitaristes de la nature. Je trouve que c'est terrible parce que quand bien même il n'aurait pas de rôle, en tout cas qu'on ne verrait pas de rôle utile à nous, ça voudrait dire quoi ? Qu'on peut le sacrifier, qu'on peut ne pas s'y intéresser ? Je pense que n'importe quel chercheur interrogé sur n'importe quel aspect trouvera toujours une façon de dire c'est utile. C'est gênant cet utilitarisme de la nature. Ça a sa place sur la planète et on est les super champions pour exploiter à peu près tout. L'utilitarisme de la nature, il est super dérangeant parce que c'est à nouveau une instrumentalisation de l'homme
que l'homme fait de la nature comme si la nature était juste là pour subvenir à nos besoins. Donc oui, on aime bien justifier le fait qu'on a intérêt à l'étudier parce que ça a un intérêt pour l'homme, mais j'ai décidé que j'arrêtais de répondre à cette question parce que ça m'énerve. Je m'appelle Marie-Élodie Perga, je suis professeure en limnologie et biogéochimie à l'université de Lausanne. Limnologie, ça veut dire que je travaille sur les lacs. Et biogéochimie, ça veut dire que je travaille à l'interface entre ce qui est processus chimique et processus biologique dans les lacs. Comment la vie influence les flux de nutriments ou les flux de carbone ou les flux de phosphore ou les flux de nitrate. Et inversement, comment les flux de nitrate ou les flux de phosphore influencent les processus biologiques. Le travail d'un chercheur, d'une chercheuse, c'est de donner une réponse à une question qui n'en a pas, avec ou sans application. La question du zooplancton, elle est, je dirais, c'est presque une question de fierté, c'est-à-dire, mais mince, ils sont meilleurs que nous, ou quoi ? C'est quand même fou qu'on arrive à se faire défier par une bête comme ça. Alors c'est très anthropocentré, mais la question, elle titille. Ça fait des années qu'on connaît la migration, ça fait des années qu'on connaît le zooplancton. En toute honnêteté, dans la recherche en limnologie, le zooplancton, c'est un sujet méga ringard, hein. On a l'impression qu'on a tout fait dans les années 60-70, et il y a très très peu de recherches sur le zooplancton maintenant, parce qu'on a l'impression que c'est un sujet has-been. Honnêtement, il y a un vrai défi. On va sur la Lune, on envoie des satellites, et on ne sait pas compter ces bêtes qui sont plus malignes que nous. L'autre chose aussi, c'est que ce zooplancton, que ce soit dans l'océan ou dans les lacs, c'est le point relais entre les algues et les poissons. Parmi ce zooplancton, il y a des brouteurs d'algues. Donc c'est eux qui transforment cette matière végétale en matière animale. Et c'est aussi la principale proie des poissons. Tous les poissons, à un stade de leur vie, ils mangent du zooplancton. En particulier quand ils sont jeunes, mais certains en mangent toute leur vie. Donc en fait, la façon dont on transforme de l'énergie solaire en chair à poisson, c'est parce qu'on a ce plancton au milieu. Le phytoplancton qui transforme ça en biomasse, et puis le zooplancton qui est le tuyau qui fait passer ça jusqu'au poisson. Ce zooplancton, il conditionne l'énergie qui passe jusqu'au poisson et comment on fabrique du poisson, mais c'est aussi un nœud gordien de cette fameuse pompe biologique à carbone que l'on envisage dans les océans. Les océans sont des systèmes de captation du dioxyde de carbone atmosphérique, par plein de systèmes, mais dont un système biologique qui passe par cette photosynthèse. Mais cette pompe biologique, elle marche uniquement si ce carbone qu'on fabrique à partir du CO2 de l'atmosphère et de la photosynthèse, on l'envoie très profond dans l'océan et très vite, avant qu'il se dégrade. Et le zooplancton, dans les océans, il est ce médiateur de ce transfert très rapide, par un processus qui est, ma foi, fort basique, qui est qu'ils broutent les algues, et après ils font de l'excrétion, tout simplement ils font caca. Et ces pelotes fécales, elles sont beaucoup plus denses que les algues en elles-mêmes, donc elles coulent beaucoup plus vite. Il y a des grands océanographes qui passent leur temps à observer au microscope de la crotte de zooplancton. Pour les lacs, c'est un petit peu différent, parce que les lacs ne sont pas des pompes à carbone. Les lacs sont des systèmes qui relarguent du CO2 vers l'atmosphère. Donc la pompe biologique, on ne s'attend pas à ce qu'elle fonctionne de la même façon, mais le cycle du carbone est une question aussi qui est totalement passionnante. Donc on s'attend à ce que ce zooplancton, il ait un rôle. Mais la première chose à faire lorsqu'on veut voir le rôle du zooplancton, c'est de savoir combien il y en a. Et pour le moment, on ne sait pas. Et dans les modèles, les grands modèles numériques, on sait relativement bien coder et simuler le phytoplancton, les algues. On essaie d'arriver à simuler les poissons, mais les deux modèles, ils sont déconnectés, on n'a pas le milieu. Donc en fait, on ne peut pas connecter les deux pour le moment. Donc tout ça nécessite qu'on ait un chiffre qui soit bon. En attendant, le zooplancton vit sa vie de zooplancton qui se cache, mais qui se fait quand même boulotter, comme dit notre chercheuse, par les poissons. Les poissons, eux-mêmes zooplancton au départ, comme un tas de crustacés ? Alors, ils ne sont pas zooplancton eux-mêmes au départ parce que un juvénile de poisson sait nager. Il a réellement c'est une vraie nageoire et les poissons, ça sait réellement nager, même quand ils sont jeunes. Les autres organismes du zooplancton, ils ont des mécanismes de locomotion qui sont relativement limités. Certains n'ont que des cils quand c'est des unicellulaires, par exemple, des cils et des soies, donc ça fait des vrilles, ça permet d'avancer. Ils ont un système de nage, mais ils ne peuvent pas lutter contre des gros courants. Les meilleurs nageurs, probablement, ils se font entraîner par le courant, alors que le poisson peut résister à beaucoup plus de courant. La ferra, c'est rien d'autre que de la protéine de zooplancton transformée. La ferra, c'est un poisson qui mange du zooplancton quasiment toute sa vie. Elle en mange quand elle est
juvénile et elle en mange quasiment toute l'année, même quand elle est adulte. La perche aussi, puisque les perchettes, quand elles sont jeunes, elles sont zooplanctonophages. Le brochet, quand il est jeune, c'est la même chose. Les écrevisses font pas partie du zooplancton, parce qu'en fait, une écrevisse, déjà, c'est quand même beaucoup plus gros. Hein. Et puis l'écrevisse, elle nage pas. L'écrevisse, elle vit au fond du lac. Donc l'écrevisse, elle fait partie, alors c'est plus subtil, c'est des macro-invertébrés, qu'on dit benthiques, parce qu'ils vivent au fond. Donc non, l'écrevisse, non, on mange pas du zooplancton du lac. Si vous buvez la tasse, théoriquement, vous en mangez. En gros, on peut dire qu'il y a entre 2 et 4 individus par litre. Donc quand vous buvez la tasse, il y a une micro-chance pour que vous ayez un peu de zooplancton dedans. Ouais. Tu triches. On est assez copains maintenant avec le zooplancton. On sait un tas de choses sur ses mœurs subaquatiques, forcément. On aurait presque envie de se faire une soirée avec une bande de daphnies. Manque plus que le cri du zooplancton. Peut-être émet-il au moins quelques sons. On ne sait pas trop. On a un autre programme, on veut installer des hydrophones dans le lac. Mais en mer, il a été montré que certains organismes du krill, donc c'est du zooplancton mais gros quand même, certains organismes du krill émettent des sons qui sont des sons indirects. Ils n'ont pas d'organes de vocalisation, mais ils ont des claquements type claquement de queue, un peu comme les grillons qui frottent leurs ailes pour faire du bruit. Eux, ils ont un claquement de queue qui émet des sons, des clics. À ma connaissance, on ne sait pas tellement à quoi ça sert. Ce qu'on sait, c'est que dans l'eau, on le sait par les mammifères marins, mais la communication par les sons a été énormément développée par les animaux, parce qu'en fait, que ce soit dans un lac ou dans la mer, en fait, on ne voit pas très loin. Ça devient vite sombre. Et par contre, la vitesse du son, elle est 4 fois supérieure dans l'eau que dans l'air. Elle peut aller aussi beaucoup plus loin. Avec 11 hydrophones, on arrive à enregistrer les sons basse fréquence de l'entièreté de l'océan sur la planète. Tellement la transmission du son est loin, c'est plusieurs milliers de kilomètres. Donc on sait que la communication par le son, comme on connaît pour les mammifères marins, est extrêmement développée. Il n'y a pas d'organe de production de son dans le zooplancton, en tout cas que je connaisse, mais il peut y avoir une production de son indirecte qui pourrait avoir un certain sens. Il y a jusqu'à ce jour peut-être une dizaine de papiers scientifiques qui rapportent des enregistrements sonores dans des lacs. Pour le moment, on connaît très peu. En mer, c'est beaucoup plus développé. Les filets, genre filets à papillons dont nous parlait Marie-Élodie Perga, ne sont pas les seuls engins qui permettent d'étudier le zooplancton, heureusement. En Suisse, dans le canton de Vaud, les chercheurs bénéficient d'un laboratoire flottant, un outil de travail absolument unique au monde, l'Explore. L'Explore est une plateforme qui est située à 560 mètres au large de Puyi. Il faut l'envisager vraiment comme une plateforme, c'est-à-dire 10 mètres sur 10 mètres. Et puis sur cette plateforme, on a un laboratoire, donc un système fermé hors d'eau, hors d'air, qui permet soit de mettre à l'intérieur des équipements qui sont fragiles à l'eau, tout simplement, soit aussi d'avoir tout le système d'opération de la plateforme. Cette plateforme, elle est entourée d'un cercle de bouées et on a du matériel de mesure qui est installé soit à l'intérieur de ce cercle de bouées, soit sur la plateforme à l'extérieur. C'est un outil de recherche qui est absolument incroyable, unique au monde, qui permet d'avoir des mesures extrêmement fréquentes et continues de tout un tas de paramètres en même temps. Soit des paramètres qui... soit la richesse, c'est qu'on les a tous au même endroit, au même moment et dans un système protégé, ce qui limite de la casse, pour tous ces capteurs qui sont installés à l'extérieur. Mais aussi parce que du coup, on a un espace de travail où on peut amener sur le lac du matériel qui d'habitude ne peut pas être installé sur une bouée flottante. Et enfin, dernière chose, c'est qu'on peut mener les expériences et faire les mesures immédiatement sur le lac en amenant du matériel du laboratoire directement sur la plateforme et faire des prélèvements le jour, la nuit et mesurer en direct. Il y a une quantité de projets faramineuses dessus et c'est le produit d'une collaboration entre, pour le moment, 5 instituts, 4 Suisses et un Français. Et puis, c'est ce qu'on appelle un hôtel à projet, c'est-à-dire que n'importe quel chercheur dans le monde qui aurait besoin de ces structures-là peut l'utiliser. On partage sous certaines conditions, un peu comme la musique, c'est-à-dire que là, le système de financement de la recherche en Suisse demande que toutes les données qui sont collectées avec l'argent suisse soient rendues publiques, ce qui paraît extrêmement logique. Quand on produit des données, ça demande beaucoup de travail, ça demande d'être sûr que les données elles soient propres, elles soient vraies, elles ne soient pas le capteur qui raconte n'importe quoi, donc les données, ce soient des bonnes mesures. Ça prend du temps. Aussi, comme ça nous demande beaucoup d'efforts de produire ces données, on fait en sorte que ce soit nos doctorants, doctorantes, post-doctorantes ou même nous-mêmes qui soyons les premiers bénéficiaires de ces données-là, bien évidemment.
Mais après, une fois que nous, on a produit ces données, qu'on s'en est servi, ben oui, on les documente, parce qu'une donnée non documentée ne sert à rien, et puis on les met en accès libre. Et puis, n'importe quelle personne qui cherche des données dans le monde peut les prendre à partir du moment où il cite la source, comme la musique en fait. Et sur l'Explore, il y a certaines données qui sont partagées tout de suite, immédiatement en direct. Vous pouvez vous mettre à les voir directement sur le site web. Puis il y a des données un petit peu plus sensibles où on ne peut pas les retransmettre en direct, ou alors on aime bien les utiliser avant de les libérer. Mais c'est une histoire d'années, c'est-à-dire 2-3 ans plus tard, elles sont en accès libre. Le zooplancton, notre tricheur, il faut bien l'admettre, est encore bien mystérieux sous certains aspects. Le chercheur qui cherche avec ou sans son chien est-il un bon chercheur, un chercheur qui trouve toujours ? Il trouve toujours quelque chose, pas forcément ce qu'il voulait trouver, ce qu'il pensait trouver. Mais c'est ce qui fait aussi toute l'essence, c'est-à-dire que si on devinait à chaque fois la réponse avant, ce serait pas aussi marrant. Il y a un côté très équilibriste quand on fait de la recherche, par définition, on est toujours à la limite de son savoir. Et on se pose des questions, puis quand on a fini de travailler sur ces questions-là, 4 ans après, qu'on a eu les données, qu'on a bien réfléchi, qu'on s'est bien arraché les cheveux, les meilleurs moments, c'est quand on trouve que la réponse, elle paraît évidente. Alors qu'en fait, il y a des moments où on arrive enfin à comprendre, et ça paraît d'une évidence incroyable. Mais c'est parce qu'on est en train de refaire l'histoire. Là, il faut réimaginer le parcours qu'on a eu. Et lorsque cette réponse, elle paraît évidente, ça veut dire que la progression de pensée, la progression de la connaissance, elle est tellement belle et tellement chouette que ça devient une évidence. C'est un peu comme les chansons, parfois, les plus incroyables, c'est les plus simples, quand on démonte la structure. On se rend compte qu'il y a 4 accords, qu'il y a toujours les mêmes, et pourtant, il y a un truc magique. On arrive avec un truc qui touche vraiment. Là, parfois, on arrive à des réponses où d'un coup, ça coule de source. Et pourtant, on a trimé, et ça nous paraissait tellement pas évident 4 ans avant, et même inenvisageable. Donc ouais, il y a de la beauté, il y a de la poésie, mais après, c'est dans tout un emballage de choses un peu moins marrantes parfois, mais travaillant beaucoup sur des questions de changement du climat. Alors c'est moins visible sur cette question de zooplancton, mais étant très concerné par les questions de changement du climat ou de pollution des eaux, c'est rarement des bonnes nouvelles qu'on sort. On peut difficilement se réjouir de l'état et de l'avenir dans les circonstances actuelles. Donc c'est pas souvent des bonnes nouvelles. Mais oui, alors des choses qui surprennent, bien sûr, et des choses qui font rire, bien sûr. Ce pauvre zooplancton qui monte toute la nuit pour se faire lessiver le matin, enfin on était un peu dépité pour lui. Le fait qu'on n'arrive pas à quantifier ces bêtes, qui sont quand même juste des micro-crevettes, c'est un côté très drôle. Et puis, les moyens qu'on va devoir développer pour aller quantifier cette bête-là, c'est digne de l'exploration spatiale. On va devoir aller chercher des satellites pour aller les quantifier quand même. Alors, on a ce projet spécifiquement de zooplancton qui a été financé en mai 2023 et qui va commencer en octobre 2023, juste le temps de recruter les gens. Sur spécifiquement arriver à mieux quantifier ce zooplancton au niveau du léman, notamment grâce à l'Explore, mais aussi en développant un système de mesure à partir des airs, soit par drone, soit par satellite. Et puis une deuxième partie qui sera sur ces migrations. Qu'est-ce qui génère ces migrations ? Comment le zooplancton sait quand il doit migrer ou pas ? Quelle partie du zooplancton migre ? Quelle partie ne migre pas ? Et quelles sont les conséquences sur la biogéochimie ? Et on aimerait bien arriver justement à approfondir ces questions de son, qui ne sont pas directement liées au zooplancton, mais qui sont liées à l'incroyable opportunité que fournit l'Explore. C'est-à-dire que l'Explore est unique et c'est uniquement sur l'Explore qu'on pourra arriver à installer un système de captation de son qui sera suffisamment bon, sensible et fin pour arriver à enregistrer les sons du léman. Et on aimerait beaucoup arriver à avoir une captation du son pour des aspects scientifiques, bien sûr, sur quantifier au niveau du léman ce qu'on appelle le paysage sonore biologique, le paysage sonore géologique et le paysage sonore humain. Arriver à faire la différence entre la biophonie, la géophonie et l'anthrophonie. À coupler ça avec un projet artistique aussi pour arriver à faire entendre aux gens le son du lac. Marie-Élodie Perga connaît tout ce que la science a pu découvrir à ce jour sur le zooplancton. On aurait pu l'entendre encore pendant des heures. Et elle continue à mener des recherches. Vous l'imaginez capable de profiter d'une baignade comme tout le monde, débarrassée de toutes ses connaissances sans penser au changement climatique ou aux projets de recherche sur les lacs qui la passionnent ? Eh ben oui. Totalement. Après, on a tendance à avoir une espèce de perversion familiale qui est de vouloir toujours emmener sa famille dans un endroit où il y a des lacs, ou lorsqu'on est dans un endroit, de toujours vouloir aller voir ce fameux lac à droite ou à gauche, parce qu'on fait un peu la collection des lacs, quoi.
Mais oui, après, on arrive à se baigner sans problème, sans se poser des questions et en séparant tout à fait la sphère professionnelle et la sphère, elle est quand même bonne. Si j'étais pas professeure de limnologie, est-ce que je serais plutôt menuisière ou écrivaine de romans à l'eau de rose ? Est-ce qu'il y a vraiment une contradiction entre les deux ? Est-ce qu'on peut pas faire les deux ? Je pense que ma carrière de menuisière serait probablement assez menacée par le fait que je suis pas très très à droite. Je me serais probablement taillé une main. Et écrivaine de romans à l'eau de rose, je suis pas sûre d'avoir le talent. Donc, il y a eau dedans, hein ? Oui, il y a eau, mais il y a rose aussi. J'aurais probablement essayé les deux, disons une activité matinale et une activité d'après-midi peut-être. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.